Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestions, la série court de webinaires de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Arditi, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. La coopération de l'Union européenne avec les pays africains et l'Union africaine va au-delà des clichés généraux qui se focalisent sur la migration. En effet, les deux continents entretiennent des relations très profondes. En février 2022, les dirigeants africains et européens se sont d'ailleurs mis d'accord lors d'un sommet UE-Afrique sur la vision commune pour un partenariat ayant pour objectif de créer un espace de solidarité, de sécurité, de paix et de prospérité durable. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions avec l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Donc, cher Guillaume, est-ce que l'Afrique a un potentiel et des opportunités pour l'Union européenne? Bonjour Lara, merci pour votre accueil, je suis ravi d'être là. Oui, la réponse courte, c'est bien entendu. Là, ce qu'on va peut-être essayer de donner comme tendance, c'est potentiellement de dépasser un peu uniquement la notion d'opportunité. On pense toujours à l'Afrique soit avec un angle aide au développement, soit avec un angle opportunité. L'opportunité, c'est quelque chose qu'on peut saisir ou pas, mais au-delà de l'opportunité, pour l'Union européenne, j'ai la ferme conviction aussi qu'il y a une nécessité et que la nécessité n'est pas optionnelle. Voilà, donc on va essayer de dégager quelques grandes tendances qui se sont produites sur le continent ces 20 dernières années. Je pense qu'il y a un point de départ qui est intéressant. On parle toujours de la croissance exponentielle africaine. On parle assez peu de la résilience. Donc, si on regarde justement cette slide, on voit que depuis le début des années 2000, la croissance africaine est très forte. Cependant, c'est pas la première fois. D'accord. Dans les années 60, 70, il y avait aussi eu une croissance très importante sur le continent, mais qui en revanche a été brutalement arrêté à la fin des années 70, quand il y avait eu une chute brutale du prix des matières premières. Et ça avait précipité beaucoup de pays dans des crises qui ont débouché sur ce qu'on a appelé les décennies perdues, les années 80 et 90. Donc c'est vraiment des décennies noires où on voit à la fois des crises économiques extrêmement graves et puis des conflits qui se développent sur le reste du continent. Si on regarde maintenant la période plus récente, depuis le début des années 2000, on voit pas que la croissance, on voit aussi un élément nouveau qui est la résilience. Donc, si vous regardez, par exemple, il y a 3 points à regarder sur ce graphique. Le premier, c'est la crise financière de 2008. Donc, vous voyez, là, il y a une chute très nette et qui est encore plus marquée, évidemment, au niveau de l'Union européenne, qui était beaucoup plus exposée au marché financier que n'était le continent africain. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est en 2014, où là, il y a une baisse forte et prolongée du prix des matières premières, en particulier des cours pétroliers. Et puis, bien entendu, le dernier creux qu'on voit au bout du graphique, qui est la crise du Covid, qui ensuite est suivie par la crise ukrainienne, qui a également eu des effets extrêmement négatifs en termes d'inflation et puis de tension sur la partie alimentaire. Et en fait, là, qu'est-ce que ça nous renseigne? Ça nous informe en fait, d'une résilience extrêmement forte et d'une capacité à encaisser des chocs qui n'existaient pas auparavant, puisqu'on voit à chaque fois que la croissance rebondit et qu'elle reste potentiellement très nettement supérieure à ce qu'on peut avoir au sein de l'Union européenne. Donc tout ça, ça s'explique par quoi? Ça s'explique par des changements structurels qui se sont produits ces 20 dernières années. On voit des changements vraiment de fond qui traversent le continent. Il y en a 3 principaux. Le premier, c'est des investissements en infrastructure. Donc, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars qui ont été investis dans les infrastructures ces 15 dernières années. Il y a toujours un grand chemin à parcourir. Aujourd'hui, on considère que le gap de financement pour l'Afrique en ce qui concerne uniquement les infrastructures est de 100 milliards de dollars. Et il y a quelques années, il y a 5 ans, on l'estimait à 50 milliards. Donc, c'est un gap de financement qui se creuse. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été créées. Et puis, à travers la création en particulier de corridors où ça comprend à la fois des routes, des centrales électriques, développement de l'industrie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, qui est particulièrement importante, qu'on va voir en slide 4, qui est la diversification progressive des économies du continent. Donc là, ce graphe est particulièrement parlant, puisqu'on voit que la valeur ajoutée par secteur change
très significativement entre les années 2000 et les années 2020. Donc on voit que le poids des services augmente et on voit que le poids des industries extractives diminue. D'accord? Et c'est cette diminution du poids des industries extractives qui explique aussi la résilience qu'on vient de voir dans le graphe précédent. Donc, on se retrouve infrastructures qui sont en train de se renforcer, des économies qui sont en train de se diversifier progressivement, donc qui deviennent moins vulnérables à des chocs exogènes. Ça s'accompagne d'une montée dans la chaîne de valeur. C'est encore très progressif, hein, il y a évidemment toujours beaucoup de chemin à faire, mais la tendance est là. Et cette remontée dans la chaîne de valeur, cette diversification, est rendue possible, et c'est la slide suivante, par le développement de la classe moyenne qui s'appuie sur la croissance démographique, mais qui n'est pas qu'une croissance démographique, c'est une croissance démographique où il y a aussi un pouvoir d'achat qui est en train de se développer. D'accord? Donc, ces trois éléments réunis font qu'aujourd'hui, on a des tendances de fond qui sont positives, qui montrent une résilience qui n'existait pas auparavant. Et point extrêmement important, on est en train d'assister, à mon sens, à une transition vraiment importante qui est celle d'économies qui étaient productrices de matières premières, matières brutes à faible valeur ajoutée destinées à l'exportation vers des économies de consommation créatrices également de valeur ajoutée. C'est en tendance. Mais plus spécifiquement, les relations EU-Afrique dans tout ça, comment continuer à investir pour le continent européen en Afrique alors que la Chine, elle a redoublé ses financements dans le continent africain ces dernières années? Alors là, vous touchez deux points fondamentaux. Le premier, c'est l'évolution de la relation commerciale entre l'Union européenne et l'Afrique. Et la deuxième, c'est la question du financement. Alors, pour comprendre l'évolution de la relation économique entre l'Union européenne et l'Afrique, il faut revenir encore un petit peu en arrière. Donc, il faut revenir au début des années 2000, où on voit des pays qui sont presque des continents, comme la Chine et l'Inde, émerger, forte croissance, et donc demande extrêmement importante de matières premières. Matières premières, que ce soit du pétrole, que ce soit des métaux comme le cuivre, le nickel ou le cobalt dans les métaux critiques. Donc ça, la première conséquence que ça a, c'est que ça ramène un peu les feux sur le continent, où, vous le savez, le continent africain est producteur de pétrole, de gaz, de métaux critiques, de cuivre, de nickel, de fer. Donc c'est un continent qui est très riche en matières premières. La différence par rapport à une période plutôt, mettons, jusqu'aux années 70-80, c'est que l'arrivée de la Chine et de l'Inde amène des alternatives aux pays producteurs africains. Donc leur position de négociation mécaniquement se renforce puisqu'ils peuvent diversifier leurs relations de leurs partenaires traditionnels. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et ensuite, ça va permettre d'amorcer un peu la pompe de la croissance africaine. Donc, la conséquence de tout ça, et ça, on le voit très nettement sur la slide avec les importations et les exportations, qui est la 10e slide. On pourra revenir sur d'autres slides si besoin est, selon les discussions qui auront lieu. Mais voilà, là, c'est assez fondamental. On voit en fait une érosion très importante de la relation commerciale entre l'Union européenne et le continent africain. Donc, que ce soit au niveau des importations ou des exportations, les parts de marché sont quasiment divisées par deux, pendant que les parts de marché de la Chine et de l'Inde augmentent de manière constante. Donc, ça, c'est un premier élément à avoir en tête. On voit une fin 2022, on voit que la courbe au niveau des exportations vers l'Union européenne remonte. Là, évidemment, vous devinez que c'est suite à la crise ukrainienne et aux problématiques d'approvisionnement énergétique que l'Union européenne relance la relation dans ce secteur-là avec, les pays africains. Ça, c'est la partie vraiment relation commerciale. Si on regarde la slide suivante, côté investissement également, voilà, la Chine ça ferait toujours la chronique,
la première place. Alors, les pays européens restent quand même très bien positionnés, hein. Ils sont juste derrière. Sur cette période-là, on voit que les investissements cumulés chinois sont de 70 milliards, pendant que ceux de 4 pays européens, non pas que de l'Union européenne, mais en tout cas européens, en représentent 60. Donc, il y a une position qui reste extrêmement importante, des partenariats qui restent privilégiés, mais néanmoins, la tendance, reste à la baisse et il faut évidemment trouver des moyens de l'inverser. Récemment, l'Italie a déclaré vouloir s'allier avec des pays de Sud-Méditerranée pour un partenariat stratégique sur l'énergie. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux coopérer en tant qu'Union européenne avec l'Afrique dans ce qui est la recherche de matériaux stratégiques qui est devenue vitale pour l'Union européenne suite à, comme tu l'as rappelé, la crise en Ukraine, mais aussi le Covid? Et quelles sont les opportunités d'agir ensemble pour le climat? Alors, ça, c'est un point fondamental qui rejoint exactement ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire la réflexion sur dépasser simplement une vision où il y a des opportunités en Afrique versus une vision où plutôt il y a une nécessité de travailler avec les partenaires africains. Pourquoi? Et la position de l'Italie illustre parfaitement le premier point. Aujourd'hui, il y a des problèmes de souveraineté en Europe. Je dirais qu'il y en a trois principaux. Le premier, le plus prégnant, c'est évidemment l'énergie. Donc actuellement, en tout cas jusqu'à l'année dernière, les approvisionnements en gaz de l'Union européenne continuaient de dépendre à 15% de la Russie. Donc aujourd'hui, trouver et développer des alternatives en termes de ressources énergétiques est fondamental. Et évidemment, là, il y a eu le continent africain et notre voisin. Il y a des développements extrêmement importants en Mauritanie, au Sénégal, dans le secteur gazier. Il y a des développements extrêmement importants au Mozambique. Il y a aussi eu des découvertes récentes en Namibie. Et puis, bien sûr, l'Italie s'est positionnée pour récupérer des tuyaux entre l'Afrique du Nord et l'Italie pour les approvisionnements en gaz. Donc ça, c'est le premier élément. C'est le bloc, je dirais vraiment, souveraineté, autonomie énergétique. Il y en a un deuxième qui est la problématique de climat. Donc le climat, évidemment, est la priorité ultime au niveau de l'Union européenne. Euh, et on est en train de réaliser à quel point les métaux sont importants. D'accord? Donc, que ce soit du cuivre pour créer des éoliennes, pour développer des éoliennes, du lithium, du cobalt et des métaux critiques pour alimenter les batteries et puis développer l'industrie des voitures électriques. Tout ça, c'est fondamental. Et donc là, si on va en slide 15, on va voir là aussi, l'Afrique est un acteur majeur. C'est par exemple 70% des réserves de cobalt se trouvent en République démocratique du Congo. D'accord? Donc là, sur ces schémas que vous allez voir, on voit que tous les métaux critiques indispensables à la transition énergétique sont très largement présents sur le continent. Et ensuite, le troisième bloc, et qui n'est pas des moindres, c'est que dans le cadre de l'évolution des relations avec la Chine et de la volonté de réindustrialiser les pays européens, le repositionnement des chaînes de valeur est devenu aussi un point fondamental dans la réflexion. Donc, on ne va pas pouvoir tout relocaliser dans les pays européens. Il y a un certain nombre d'industries qui ne seraient pas viables. En revanche, il y en a d'autres qui peuvent être tout à fait relocalisées et qui sont en cours de relocalisation pardon, dans des pays africains. Je pense par exemple à des chaînes d'assemblage automobile. Il y en a de plus en plus, Maroc, Ghana par exemple, où on voit à la fois de la création de valeur ajoutée localement, de la création d'emplois localement, et puis le développement des relations avec les pays européens et la protection aussi du consommateur européen sur son pouvoir d'achat. Bah, merci beaucoup, Guillaume, pour ton analyse. Et je vous rappelle que son infographie, qui était donc présentée jusqu'à maintenant, est disponible sur le site de l'Institut Jacques Delors en français et en anglais. Donc, on a reçu pas mal de questions. Peut-être une première, dans un contexte où les États africains se distancient de plus en plus de des héritages coloniaux, quel avenir envisage-t-on pour le franc CFA? Doit-il prendre fin et est-ce qu'un jour on verra sur le continent africain une monnaie commune comme l'euro?
Alors, le franc CFA est un sujet extrêmement sensible parce qu'il y a une partie qui est économique et puis il y a une partie évidemment très, euh, très émotionnelle aussi. Il y a une grosse charge émotionnelle puisque c'est un héritage de la période coloniale. Donc, il y a ces deux aspects à prendre en compte. Si on prend le premier aspect d'un point de vue purement économique, il y a un peu deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent laissons tomber le franc CFA, on va pouvoir dévaluer et ensuite relancer les exportations. C'est une école. Il y a une autre école qui dit le franc CFA, dont je le rappelle, la parité est assurée actuellement par le Trésor français, donc la parité avec l'euro. Cette parité-là permet plusieurs choses. Ben, un, d'éviter de la volatilité sur les cours de change, donc ça permet de stabiliser les échanges économiques. Et puis la deuxième chose, ça permet d'avoir des taux d'intérêt qui restent finalement plus bas que dans pas mal d'autres pays. Donc c'est vrai que si on regarde par exemple les taux soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal par exemple, comparé au Ghana, on a des taux qui sont quasiment divisés par deux sur le Sénégal et le Ghana. Et il y a aussi un argument qui dit que pour l'instant, on est sur des économies qui sont plutôt importatrices, d'accord, structurellement, et donc une dévaluation apporterait de l'inflation, Mhm. d'accord, plutôt que de renforcer la compétitivité des économies. Donc, ce qui est difficile, en fait, c'est de regarder, maintenir un regard froid sur le CFA. Euh, Peut-être que une solution qui pourrait être explorée, ce serait finalement de maintenir ce mécanisme. Voilà, si en analysant de manière un peu plus fine, on se disait, OK, effectivement, les économies sont plutôt structurellement importatrices, donc il faut faire attention avant de laisser les taux de change évoluer trop brutalement. Mais en revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut gérer aussi ce poids du passé. Et peut-être qu'une solution qui serait intéressante, ce serait par exemple au lieu d'avoir la parité par exemple qui serait garantie par le Trésor français, soit de l'avoir à un niveau européen ou au niveau du FMI. Voilà, donc ça, je pense que c'est des pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes à explorer. Merci. On a une deuxième question sur les investissements chinois en Afrique, notamment dans les nouvelles routes de la soie. Est-ce que ça devrait inquiéter l'Union européenne? Alors, l'inquiétude de l'Union européenne, c'est un petit peu la même que l'inquiétude des États-Unis, c'est une croissance de l'influence chinoise. Euh, bon, du côté africain, encore une fois, il faut pas oublier que l'arrivée de la Chine, ça a permis d'avoir simplement un acteur de plus, ça a permis quand même de faire émerger un certain nombre d'infrastructures et ça a permis de diversifier les relations de bon nombre de pays. Donc, il n'y a pas uniquement, il faut aussi regarder, je pense, avec un regard local, un peu plus africain, se dire, bah, OK, il y a quand même eu des choses qui ont été très intéressantes avec l'arrivée de la Chine. Euh, Maintenant, si l'Union européenne a pour volonté disons, de pas voir la profondeur de sa relation disparaître au profit de la chinoise, il faut probablement qu'elle renforce à nouveau sa coopération et en particulier dans la partie financière. Parce que là où les contreparties chinoises ont été très efficaces, c'est qu'elles sont toujours venues avec beaucoup de financement. Et on a eu l'occasion d'en discuter. Le gap de financement est extrêmement important en Afrique. Et il y a certainement aujourd'hui un besoin d'accélérer le comblement de ce gap de financement sujet sur lequel on pourra revenir sur les raisons, son origine et la structure. Dans le prolongement de ces questionnements de financement, on a parlé de financement plutôt de gouvernement, c'est-à-dire des financements étatiques, mais qu'en est-il du financement privé, que ce soit dans le continent africain, même dans le continent européen et vice-versa, voilà, du privé européen en Afrique ou du privé africain en Europe? Alors là, sur la structure du financière, enfin du marché en Afrique, il y a eu une évolution extrêmement forte qui a été déclenchée par la crise de 2008. Donc, pour faire court, jusque-là, on avait un paysage qui était composé euh, des marchés domestiques, donc principalement des banques locales et puis des marchés de capitaux. On avait des banques internationales et on avait l'aide au développement. Voilà.
Après la crise de 2008, il y a eu une évolution dans la réglementation prudentielle qui a eu des conséquences sur les banques internationales. Donc, c'est une réglementation qui a été adaptée en réponse à ce qui s'était passé en 2008, mais pour des marchés US, pour des marchés euros. Néanmoins, ça a eu des conséquences sur tout ce qui était financement dans les pays qui sont non-investment grade. D'accord. Globalement, on peut dire pays émergents, mais c'est tout ce qui est non triple B, pour rentrer un peu dans le jargon technique. Là-dessus, l'évolution technique de la réglementation a diminué la rentabilité dont bénéficiaient les prêteurs jusqu'à ce moment-là. Donc, voilà, c'est une partie un petit peu technique, mais la conséquence finale, c'est que les banques européennes et les banques, enfin, principalement les banques internationales, ont eu tendance à se retirer du continent pour se repositionner sur leur marché euro et US. D'accord. Donc, on s'est retrouvé dans un panorama où on a d'une part une croissance qui est forte, donc un besoin de financement qui est en augmentation, mais de l'autre côté, on a finalement un horizon qui est un petit peu restreint, puisqu'il est maintenant limité principalement, encore une fois, hein, je schématise, mais aux secteurs financiers locaux, qui sont développés, mais pas encore suffisamment, qui ont des contraintes intrinsèques, et puis à l'aide au développement. Donc aujourd'hui, il y a un défi pour arriver à trouver des nouveaux mécanismes pour probablement en utilisant le rôle de catalytique d'institutions internationales de financement type BEI, BERD, l'aide bilatérale, arriver à ramener des flux financiers privés sur le continent. Et d'ailleurs, dans le prolongement de cette idée, on voit dans l'Union européenne qu'il y a un peu un repositionnement eurocentré concernant la politique économique et industrielle, le retour vers la souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Afrique? Je pense pas que ce soit. Je pense que ça peut être plutôt positif parce qu'encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la Chine. C'est-à-dire que la réindustrialisation européenne ne va pas pouvoir se couvrir tous les segments. Donc tout ce qui a été toute la désindustrialisation en particulier, je pense à une partie du secteur manufacturier, du textile, etc. Va pas pouvoir être réimplanté en Europe pour des problématiques de coût. D'accord. En revanche, ça peut être tout à fait l'opportunité de repositionner ces industries-là plutôt dans des pays partenaires en Afrique, et puis pour être dans un partenariat où tout le monde trouvera son avantage. Merci. On a reçu une autre question. Que pensez-vous de la fuite des cerveaux d'Afrique en Europe? Peut-être dans le prolongement plus général du déséquilibre démographique entre les deux continents. C'est une question qui est délicate parce que en fait sur le terrain, je trouve on a, je pense que ça doit vraiment être différencié en fonction des pays, parce qu'on voit aussi un certain nombre de pays, moi je pense par exemple au Nigeria ou au Ghana, où on voit aussi un retour, en fait, les repats qui viennent après avoir eu des formations aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, et qui reviennent au pays, et puis qui lancent des activités, et puis qui font bénéficier des compétences qu'ils ont acquises. Euh, donc, pour moi, je ne pense pas que la fuite des cerveaux soit aussi marquée que ce à quoi on a pu assister probablement au début des années 2000. Merci. On a reçu une autre question sur comment vous voyez les possibilités de coopération de l'Union européenne et de l'Afrique en ce qui concerne la digitalisation, surtout concernant les standards et les normes dans le numérique. C'est vrai que l'Union européenne est un peu leader avec le Ouais. DSA et le DMA ces derniers temps. Notre téléspectateur dit la Chine a une très grande influence en Afrique déjà et exporte ses normes en exportant des produits tels que les logiciels de surveillance ou les smart cities. Ouais, alors je trouve que c'est un point extrêmement important. Euh, En fait, je pense qu'en Europe, on ne perçoit pas à quel point les sauts quantiques en Afrique sont importants, en particulier dans le digital. Mhm. Donc, nous, on l'avait compris avec l'arrivée du téléphone cellulaire, très bien. Mais en revanche, on est un peu resté là avec cette image épinale. Ensuite, il y a toute la partie fintech, mobile banking, où finalement, on voit il y a un certain nombre de pays africains qui sont plus avancés, puisqu'ils sont passés directement, par exemple, au mobile banking. Je pense en particulier au Kenya. Pareil, au Nigeria, la fintech se développe énormément. Et quand je pense, par exemple, au Nigeria, les discussions qu'on peut avoir avec des entrepreneurs ou des startups nigérianes, le réflexe est plutôt toujours de se tourner vers les États-Unis,
alors qu'effectivement, on est sur le même fuseau horaire qu'il y a toute la compétence ici. Et donc là, je pense que c'est vraiment dans le digital où il y a des moyens de monter des partenariats et puis également de bénéficier des technologies qui sont développées là-bas. Et un élément extrêmement parlant pour moi en ce moment, c'est le développement des galaxies satellitaires qui vont permettre de combler en fait les zones blanches euh, plutôt que de passer par du filaire en passant par les satellites basse orbite. Et donc ça va être une révolution technologique et l'information qui va être extrêmement importante et qui va se produire en Afrique bien plus qu'en Europe. En effet, affaire à suivre. Peut-être une dernière question plus globale. Quelle est la vision de l'Union européenne à moyen long terme avec l'Afrique? C'est vrai qu'on parle beaucoup des élargissements de l'Union européenne en ce moment aux pays des Balkans, de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Mais est-ce qu'elle va repenser aussi, penses-tu, de manière stratégique ces partenariats, alors proches avec le Sud Méditerranée, mais aussi avec l'Union africaine? Alors, je pense que c'est en cours, hein, en particulier depuis la fameuse conférence qu'il y a eu en 2022. Donc, il y a vraiment une volonté de l'Union européenne de renouveler sa relation avec le continent africain. Il y a le package sur la coopération avec les pays voisins qui comprend, je crois, 80 milliards d'euros sur 6 ans. Il y en a 30 qui vont être destinés à l'Afrique. Je pense que ce qui va être fondamental, c'est justement de passer cette relation, d'avoir cette perception non plus de l'Afrique comme uniquement un potentiel, mais comme une nécessité et avec des potentialités de développement qui vont aller dans les deux sens. C'est-à-dire que pour moi, la prochaine étape, et qui est en train déjà de se dessiner, c'est qu'il y aura bientôt des investissements qui sont déjà existants, mais qui vont augmenter de pays africains en Europe. On continuera à suivre cela avec toi. Merci beaucoup, Guillaume, pour Merci. ta présentation. Je vous rappelle que ton infographie est disponible sur le site de l'Institut Jacques Delors. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 29 mai et nous aurons le plaisir d'accueillir Christine Verger, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Elle reviendra pour nous sur les derniers rebondissements de la campagne électorale des élections européennes le 9 juin. N'oubliez pas d'aller voter et on se voit dans 2 semaines. Merci encore, Guillaume, et Merci. bonne fin d'après-midi.